vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de sociologie et de mode, et plus particulièrement du lien entre Pierre Bourdieu, le père de la sociologie du XXe siècle, et la mode. Selon Bourdieu, la mode est un instrument d'oppression, un instrument de domination qui maintient aliénée la classe populaire. Aujourd'hui, on pourrait se dire que non, en fait, c'est tout le monde qui a accès à la mode. Dans un certain sens, oui, mais cela ne veut pas du tout dire pour autant que la mode n'est pas encore un instrument de la domination des classes supérieures sur les classes inférieures, parce que moi je suis convaincue, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, que la mode demeure aujourd'hui un levier incontournable du désir de distinction qu'on a tous et toutes. On a tous envie de se différencier, de se cultiver une petite singularité, et souvent ça va passer par le biais du style. Et du coup, pour moi, la mode représentera toujours un enjeu majeur dans les luttes de classe. Mais selon moi aussi, Bourdieu manque dans son analyse de la mode toute une portée esthétique et toute une portée sensorielle dont j'ai aussi envie de vous parler en dernière partie de cette vidéo. Allons-y sans plus tarder! Alors d'abord, j'ai envie de vous faire une petite introduction sur Bourdieu. Qui était-il? C'est un sociologue qui est né en 1930, mort en 2002, qui est considéré comme étant l'un des, si ce n'est le plus grand sociologue de l'histoire du XXe siècle. Moi, je vais surtout m'intéresser à son ouvrage La Distinction, qu'il a rédigé en 1979, qui a été notamment classé et considéré par l'Association internationale de sociologie comme étant l'un des ouvrages de sociologie les plus importants de tous les temps. En gros, toute son œuvre à Bourdieu, elle est axée autour de l'étude de la reproduction, de la hiérarchie sociale, des hiérarchies sociales. Sa grande originalité, c'est qu'il évoque ces hiérarchies sociales pas seulement selon le prisme du capital économique. Bourdieu, à travers toute son œuvre, il vient nous dire que les hiérarchies sociales se répètent et demeurent, certes à cause du capital économique, mais aussi à cause de tout un capital culturel et symbolique qu'il va nommer sous le terme de violence symbolique notamment. Son concept de violence symbolique, c'est un concept hyper intéressant et surtout très novateur à l'époque, qui est défini comme tel sur le site L'Internaute. Selon Bourdieu, la violence symbolique correspond au pouvoir d'imposer un système de pensée comme légitime à une population dominée par le biais de l'éducation et des médias. Ce qui est en jeu dans la violence symbolique, selon Bourdieu, c'est l'incorporation de normes sociales qui vont faire penser à la classe dominée qu'il est tout à fait normal qu'elle soit dominée, que leur infériorité va de soi finalement, qu'elle est légitime, qu'elle est justifiée. C'est aussi Bourdieu qui a théorisé le concept d'habitus. Le concept d'habitus, en fait, c'est juste un concept qui signifie une manière d'être, une disposition préétablie et réglée par la classe sociale, par le milieu, par l'éducation, par le capital culturel, symbolique, mais aussi le capital économique. En gros, un habitus, c'est une habitude de classe. Voilà, très succinctement un petit peu ce que Bourdieu a fait. Encore une fois, on est là pour vulgariser. Moi, je fais même pas de socio de base, donc ça se trouve, il y a des choses que je dis mal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Intéressons-nous maintenant à la mode et à la dissection de la notion de goût dans l'œuvre de Bourdieu. Dans son ouvrage La Distinction que voici, qui fait un petit peu peur, la sociologie, est-ce que c'est dur à lire? C'est pas forcément le truc le plus agréable à lire, je trouve. Moi, j'en lis très peu. C'est la première fois que je lisais un vrai bouquin de Bourdieu, et non pas des commentateurs de Bourdieu ou des articles ou des trucs comme ça. Mais finalement, si on s'accroche un peu, ça va, on peut comprendre. Dans ce bouquin, Bourdieu, il affirme que le goût, c'est un enjeu vital dans les luttes de classe, parce que le goût, c'est une connaissance qui est supposément innée. C'est une évidence qui est construite sociologiquement, comme je le disais dans ma dernière vidéo, parce que en fait elle comporte en elle toute la violence d'un savoir qui est censé être su instinctivement. Dans ce bouquin, Bourdieu il aborde aussi la notion de disposition esthétique.
Pareil, la disposition esthétique, c'est quelque chose qui est instruit, qui est transmis par le biais du milieu, de l'éducation, du niveau de richesse, etc. C'est donc une aptitude qui se cultive en fait et qui se transmet. On ne naît pas avec une disposition esthétique comme une sorte de talent inné en fait. Non, c'est quelque chose sociologiquement construit. La disposition esthétique, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, en fait, c'est une attitude, une manière de poser un regard sur le monde qui va changer la manière dont on perçoit les objets qui nous entourent. Grâce à la disposition esthétique, on nous inculque comment justement déchiffrer ces objets qui nous entourent en comprenant quelle est leur valeur stylistique, quel est leur sens caché, quelle est leur valeur esthétique, quelle est leur valeur originale, parce que l'originalité, c'est une valeur en soi. À partir de ce constat-là, Bourdieu va différencier le goût savant du goût populaire. En gros, le goût populaire, il le définit comme tel, c'est un goût bon public. C'est un goût qui fait que les gens adhèrent à l'œuvre qui leur est proposée. Donc souvent, ça va être des chansons entêtantes, des chansons avec des mélodies simples qu'on peut chanter facilement tous ensemble, tous en chœur, des happy endings qui font qu'on va avoir envie de pleurer à la fin du film, de s'enthousiasmer, de se lever. Il y a quelque chose de très aussi corporel en fait dans le goût populaire, là où au contraire le goût savant se détermine par une grande distance qu'on va faire entre l'esthète et l'œuvre d'art. L'esthète va toujours vivre l'œuvre d'art de manière très distante, avec une forme de détachement. Et ça se retranscrit dans la mode, dans une scène qui est absolument brillante du dernier film de Ruben Östlund, Triangle of Sadness, qui a gagné la Palme d'Or à Cannes l'année dernière. Film que par ailleurs j'ai détesté en tout point, haï, vraiment détesté, mais la scène d'ouverture est brillante, elle est géniale. Il faut le reconnaître, c'est grâce à cette scène que j'ai mis 1 étoile à ce film. Je vous la passe tout de suite. So, is this runway casting for a grumpy brand or a smiley brand? I don't know, man. I don't know. Well, you know, smiley brands are the cheap ones, and the more expensive the brand gets, you start to look down on your consumer. Like, if you want to be a part of this fun open one-man in crowd, you have to show us some serious cash. So it's a grumpy brand, yeah? Congratulations! I'm so happy for you. And if you get the job, you will get to wear exclusive clothing and look down on your consumer. Okay, Carl, show us some of that grumpy look. No. Yeah, let's go. Come on, Carl. You can do it. Yes, don't you dare talk to me. I'm an Aryan Übermensch, too obsessed with the image of myself to be involved with anyone or anything that doesn't fit my stylized image of the world. Wait. Suddenly I'm dressed in something way less expensive. It's H&M. Everybody come together. You can too be a part of this happy smiling group of mixed skin colors for not that much money. Hashtag friendship, hashtag everyone's equal, hashtag happy life, hashtag stop climate change. Oh no. I am so sorry, darling. I didn't see that it was Balenciaga you're wearing. We are strong and tough and unapproachable. Show me that Balenciaga look. Oh, I'm sorry. I think it's back to H&M again. Yay! We're just kidding. We're so cheap. We're so happy. Yes. Everybody come closer together. Balenciaga's back. Ooh, fiercer than ever. We are stone cold. Yes. Oh my God, get away from us. H&M is here again. Yay! Balenciaga. And H&M. Balenciaga. And H&M. Oh, everybody give it up for these guys. Fabulous. Et en fait, dans cette scène, on voit très bien comment ce double standard de la culture et du goût populaire vs la culture et le goût savant s'applique à la mode. On a d'un côté une mode couture, une mode très cynique, très détachée pour les riches, et de l'autre, on a une mode bon marché, une mode bon enfant pour les pauvres. Et tout le travail de communication des marques va s'axer précisément et toujours aujourd'hui sur cette différenciation que Bourdieu a fait en 1979. On est toujours là-dedans. Ce dont il faut se rappeler, ce que Bourdieu explique, c'est que l'idée même du goût, c'est une idée bourgeoise en soi parce qu'elle repose sur l'idée du choix. À partir du moment où on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas les moyens,
On ne peut même pas avoir la possibilité de développer un goût qui est le nôtre. Et la quête d'un style de soi, la volonté de s'exprimer au travers de son apparence, mais aussi au travers de sa manière de vivre, de son lifestyle, de sa manière de se nourrir, des activités qu'on va faire, de la musique qu'on écoute, des gens qu'on va voir en concert, etc. Tout ça, c'est une spécificité, selon Bourdieu, de la nouvelle bourgeoisie, qui est notamment constituée par les professions libérales, mais aussi par les artistes, les intellos, etc., etc. Là où, au contraire, le goût populaire, lui, il s'appuie sur un goût de la nécessité. Et Bourdieu l'explique comme suit. Les classes populaires font du vêtement un usage réaliste, ou si l'on préfère, fonctionnaliste. Je trouve que cette scission, en fait, dans le rapport aux vêtements, elle est très très bien illustrée par un moment dans l'histoire de la mode, en 1966, en septembre 66, quand Yves Saint Laurent ouvre sa première boutique de prêt-à-porter Rive Gauche. Et c'est le premier créateur couturier au monde entier à ouvrir une boutique de prêt-à-porter à son nom. C'est vraiment une première et ça fait jaser à l'époque. Les gens sont choqués parce que du coup ça veut dire que des gens moins riches que les extra riches vont pouvoir porter du Saint Laurent. Et Yves Saint Laurent le résume en cette phrase assez marrante. Il dit « J'en avais assez de faire des robes pour des milliardaires blasés ». Et du coup, il ouvre sa boutique Rive Gauche. Et on voit qu'à l'époque, il y avait vraiment cette scission Rive Droite, vieille bourgeoisie, versus Rive Gauche, nouvelle bourgeoisie. Et ça, c'est une scission qui s'exprime beaucoup dans le rapport au corps. La nouvelle bourgeoisie va avoir une manière de se tenir, une contenance beaucoup plus souple, beaucoup plus détendue, relâchée, cool, tandis que la vieille bourgeoisie est déterminée par une forme de rigidité, de maintien de soi. Ça rigole pas, ça dépasse pas, on est à 4 épingles, quoi. Alors bien sûr, aujourd'hui, cette scission, elle change beaucoup. Surtout qu'on voit à Paris qu'il y a ce truc où maintenant, la rive droite se boboise énormément que la rive gauche qui, elle, devient vraiment beaucoup plus vieille bourgeoisie pour le coup. Je pense qu'il y a un peu un shift, j'ai l'impression. Dans cet ouvrage, Bourdieu, il affirme aussi qu'il y a une autre distinction à faire. C'est celle entre le goût des Parisiens et le goût des provinciaux. C'est pas du tout la même chose, haha, parce que la nouvelle bourgeoisie parisienne est en quête de marginalité et d'avant-garde, notamment aussi dans son style de vie, dans les mœurs sexuelles, dans les opinions de société. Cette nouvelle bourgeoisie parisienne, à la fin des années 70 en tout cas, mais c'est toujours le cas aujourd'hui, je dirais même que ça s'est spread dans toutes les couches de la société, elle a institué une forme de devoir du plaisir, devoir de l'épanouissement en fait. C'est-à-dire que la nouvelle bourgeoisie parisienne se doit de se trouver soi, de trouver ses pairs, de s'exprimer, d'être le porte-parole de quelque chose qui est plus grand que soi. Il y a aussi un refus là-dedans de vouloir être classé, de vouloir être défini, de vouloir être rangé dans une case. C'est comme ça que Bourdieu le dit, il écrit « Ils se veulent inclassables, exclus, marginaux ». Et cette contre-culture, elle prend tout son sens dans la mode parce que la mode est ce qu'il y a de plus visible en fait pour les nouveaux bourgeois parisiens. C'est ce qui leur permet d'être détectables visuellement du premier regard. Et c'est une contre-culture qui est du coup fondée sur une forme de libéralisme, d'ultralibéralisme, d'ultra-individualisme en fait, qui devient un moyen de distinction comme un autre. Et donc l'effet de cette contre-culture bourgeoise parisienne, bobo parisienne, c'est bien exactement le même de celui de la culture de la vieille bourgeoisie. Se distinguer et donc, voilà, grappiller une valeur sociale que les couches inférieures n'ont pas et n'auront jamais accès. Pourquoi ces couches inférieures n'auront jamais accès à ça ? Eh bien parce que Bourdieu nous le dit, c'est pas qu'une question de capital. C'est pas qu'une question de capital, c'est aussi une question de légitimité. Et ça, c'est archi important de s'en rappeler aujourd'hui. Parce que on peut entendre dire parfois que dans la mode, maintenant, c'est facile en fait. La mode s'est ouverte, qu'Internet a fait que tout le monde est au courant de ce qu'il y a à la mode. On peut poster ses outfits très facilement et se faire remarquer très facilement. On peut acheter des trucs exubérants et créer un style et devenir la nouvelle étoile montante très facilement. La mode n'a jamais autant appartenu à la rue, selon certains. C'est pas le cas, c'est vraiment pas le cas, parce que, et c'est Bourdieu qui nous le dit, et il faut vraiment s'en rappeler, c'est très important, il nous dit que pour jouir des plaisirs matériels, il faut d'abord s'en sentir légitime.
Et ça, qui se sent légitime de ça? La nouvelle bourgeoisie, encore une fois. Celle dont la culture s'appuie sur l'idée d'expression de soi, d'individualisme, de recherche esthétique de soi. Au contraire, la classe populaire n'a pas du tout le même rapport à soi et le même rapport au corps. La classe populaire, du fait du goût de la nécessité et de la nécessité, en fait, adopte une esthétique pragmatique, fonctionnelle, un style de vie modeste, une volonté de se conformer, de faire partie du système en fait, avec des tenues notamment passe-partout, qui ne se remarquent pas trop, le refus des folies, des grandes extravagances. La classe populaire, notamment dans les milieux ouvriers agricoles, nous dit Bourdieu, et je pense que c'est toujours le cas, a un petit peu pour dicton de vie de rester à sa place. Rester à sa place, ça signifie aussi corporellement, de manière incarnée en fait, ne pas occuper trop d'espace. Il y a autre chose qui se joue dans les différentes classes sociales et dans leur rapport à la mode selon Bourdieu, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir gagner à se faire belle ou à se faire beau. Vous le demandez, moi aussi. Bourdieu, là-dedans, il nous dit... Il faut que j'arrête de toucher ce bouquin, ça devient chiant pour vous, j'imagine. Il nous dit que les différentes classes sociales accordent autant d'importance et de soins à leur apparence qu'elles pensent que celle-ci peut leur rapporter en termes de profit symbolique ou même matériel. Donc en gros, on accorde à notre apparence de l'importance seulement si on sait que notre apparence pourra nous rapporter quelque chose, qu'on pourra en tirer un certain profit. Bourdieu parle spécifiquement du cas des femmes dans son bouquin. Il écrit donc, page 227, on comprend dans cette logique que les femmes des classes populaires, qui ont beaucoup moins de chances d'accéder aux professions qui exigent le plus strictement la conformité aux normes dominantes en matière de cosmétique corporelle, aient moins que toutes les autres conscience de la valeur marchande de la beauté et soient beaucoup moins portées à investir du temps, des efforts, des privations, de l'argent dans la correction du corps. Et il va nous dire que c'est tout l'inverse pour les petites bourgeoises, dont on exige au travail, parce qu'elles occupent des postes, des fonctions de représentation la plupart du temps, de la tenue, des manières. On exige d'elles qu'elles soient comme il faut, qu'elles soient présentables. Autant de mots que je déteste, mais vous voyez un peu l'idée. C'est pour ça que dans la petite bourgeoisie, la beauté est un véritable capital pour les femmes et peut peut-être leur permettre de tirer leur épingle du jeu. Et Pierre Bourdieu constate également que dans la petite bourgeoisie, on va associer les qualités physiques, esthétiques de la beauté des femmes à des qualités morales. Dans la petite bourgeoisie, on va considérer une femme belle comme étant naturellement plus gentille, comme étant plus avenante, plus sociable, plus respectable. Il y a une forme d'équivalence entre la qualité esthétique d'une femme et sa qualité morale, sa respectabilité, quelque part. Et là où ça devient particulièrement intéressant, parce que ça peut peut-être être une forme de pouvoir pour les femmes, c'est que Bourdieu, il dit que du coup, on comprend, vu que la beauté est un capital, dont les femmes peuvent parfois se servir pour parvenir à leur fin, le prestige d'une personne, le charme, le charisme d'une personne, c'est une forme d'autorité qui se joue sur la modalité de la séduction. Je vais vous citer ce qu'il écrit, c'est un peu compliqué, mais on va décortiquer ça ensemble après. Le charme et le charisme désignent en fait le pouvoir qui appartient à certains d'imposer comme représentation objective et collective de leur corps et de leur être propre la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. En gros, cette phrase un peu compliquée, elle veut dire que il y a des gens sur cette planète qui ont de la chance, qui ont un charisme de fou. Ça, je pense que jusqu'ici, tout le monde en a fait l'expérience. Et ces gens-là, qui ont ce charisme-là, ils ont un grand pouvoir en eux parce qu'ils imposent aux autres la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils échappent au regard objectifiant des autres parce qu'ils le court-circuitent quelque part. Ils ne se laissent pas aliéner par le regard des autres. Ils disent « c'est moi, regardez-moi tel que moi je me vois ». Et dès lors, il n'est plus possible d'aliéner cette personne en l'objectifiant. C'est un concept qui a une force de frappe pour les femmes qui est hyper étonnante et hyper pertinente, parce que les qualités qu'on vient de citer, le prestige, le charme, le charisme, ce sont des qualités typiquement féminines dont les femmes ont aussi le devoir de répondre. Alors, cette forme de pouvoir d'imposer sa représentation de soi aux autres, on l'a jamais vraiment théorisée
dans le féminisme parce qu'on a toujours eu la conception inverse qui quelque part porte la trace d'une forme de misogynie selon moi. La conception inverse qui est que une femme qui est trop visible, qui est trop charismatique, qui finalement nous attire trop parce qu'elle a ce truc en plus, elle est aliénée au regard désirant des hommes. C'est tout. Hop, fin de la discussion. On va pas chercher plus loin. Elle est aliénée. De toute manière, vous l'avez sûrement constaté dans notre société patriarcale, on a souvent tendance de dire que les femmes sont aliénées. On sait pas à qui, on sait pas à quoi, on sait pas pourquoi elles continuent de faire ça, sûrement parce que ce sont de pauvres idiotes qui adorent être inférieures. Alors qu'il y a des pistes de lecture beaucoup plus riches, beaucoup plus complexes, comme celle-ci, je trouve, qui nous permet un peu de comprendre aussi le pouvoir que ça octroie la mode aux femmes. Et ce pouvoir, c'est ce que Bourdieu dit là-dedans, c'est un pouvoir qui fait des personnes charismatiques des sujets absolus. C'est sa notion à lui, sujet absolu. C'est incroyable, je trouve. Ce sont des sujets qui, je cite, sont pleinement justifiés d'exister. Franchement, c'est stylé. Maintenant que vous savez, dans les immenses lignes, de quoi Bourdieu nous parle quand il parle de classe sociale, de mode comme instrument d'aliénation, de soumission, etc., etc., penchons-nous un peu vers les limites de cet ouvrage et de la théorie bourdieusienne quant à la mode. Alors comme je l'ai dit, moi je trouve que la critique du type aujourd'hui la mode est accessible, la mode appartient à tout le monde, la mode vient de la rue, qui voudrait un peu décrédibiliser tout ce que Bourdieu dit là-dedans, je trouve qu'elle tient pas la route parce qu'il faut arrêter les guys. On sait très bien quand une tenue vient de la fast fashion, on le sait, ça se voit. Je veux dire, les distinctions se font de manière beaucoup plus subtile, voilà tout. Mais aussi, il y a d'autres formes de distinction qui se jouent maintenant dans la mode, justement parce qu'elle a un peu globalisé et elle s'est un peu extendue à toutes les formes de classe sociale, de sociabilisation, etc. De nouvelles formes de discrimination aussi. C'est pas cool d'aller chez Zara, c'est pas woke parce que, en fait, les Ouïghours, etc., c'est juste vouloir être trendy, alors que justement, les nouveaux bourgeois, les nouvelles bourgeoisie parisienne, je fais partie, moi la première de cette mouvance, vont vouloir cultiver un style différent en allant de des friperies, dénicher la perle rare. Bref, c'est des rapports à la mode qui foncièrement sont différents et je trouve ça hyper hypocrite de ne pas vouloir voir cette différence-là et de faire comme si la mode n'était plus l'instrument de la domination des bourgeois sur les autres classes sociales. Non, le principe même qui est au cœur de la mode, c'est la volonté de se distinguer. C'est donc gagner en capital social. À partir de ce moment-là, oui, elle est problématique, la mode. Ça veut pas dire qu'on va l'oublier. Non, parce qu'elle a un pouvoir libérateur immense. Bref, je m'emporte. C'est pas le sujet de cette vidéo. Toujours est-il que cette limite, pour moi, elle est pas entendable. Du coup, vu que c'est ma chaîne YouTube, on va pas en parler. Néanmoins, il y a une autre critique qui est totalement entendable sur la conception de Bourdieu, qui est la raison pour laquelle je ne rejoins pas en tout point, qui est aussi la raison pour laquelle je préfère la philosophie à la sociologie, n'en déplaise aux sociologues. Pour moi, ce qui me dérange dans cet ouvrage et dans la théorie de Bourdieu, c'est sa réduction utilitariste de la mode. Selon lui, on n'a recours à la mode que parce qu'on sait qu'on peut en tirer un certain profit. Or, pour moi, on peut pas dire ça. Et je ne suis pas la seule à le dire. Il y a notamment une philosophe contemporaine qui s'appelle Barbara Carnevali, que j'ai eue en cours il y a 1 an, qui donne cours à l'EHESS et qui a publié en 2020 un bouquin, alors qu'elle avait écrit en italien, qui a été traduit en anglais, mais qui n'est pas disponible en français malheureusement. Un bouquin qui s'appelle Philosophy of Prestige, il me semble, qui est une mine d'or pour tous ceux qui sont intéressés de près comme de loin à la philosophie de la mode, à la philosophie des apparences. C'est très très intelligent. Ça donne aussi une vision assez panoramique du lien entre tous les philosophes importants, majeurs de l'histoire de la philosophie occidentale et ce qu'ils disent de la mode. Et elle-même, elle est très très influencée par les travaux de Georg Simmel, un philosophe et sociologue allemand du début du XXe qui, lui, a beaucoup théorisé la mode. C'est le premier, je pense, et qu'il l'a fait de manière absolument époustouflante d'intelligence. C'est un philosophe sur lequel j'ai basé la plus grande partie de mon mémoire de l'année dernière de philosophie contemporaine. Et en gros, Carnevali
en reprenant et en réactualisant les thèses de Simmel qui sont un petit peu datées quand même maintenant parce que elles datent. Carnevali, elle critique Bourdieu. She did that! Elle dit que la réduction de la mode par Bourdieu à un capital symbolique trahit sa méconnaissance des valeurs esthétiques et sensorielles de la mode. Et la conséquence de l'analyse de Bourdieu, mais aussi de beaucoup d'analyses de sociologie dans son sillage, c'est un aplatissement de la richesse des images, et notamment des images de la mode, qui sont réduites à leur fonction d'indice du statut et de l'attractivité économique d'un sujet. Or, il n'y a pas que ça qui se joue dans la mode. Sinon, ça serait bien chiant et on n'aurait pas autant de plaisir à s'habiller quand même, bordel de cul. Selon Carnevali, le gros problème de l'approche bourdieusienne et de l'approche sociologique de manière générale, c'est l'omission du caractère magique de la mode, qui est un caractère qu'il faut savoir analyser philosophiquement. Et en fait, selon Carnevali, cette part de magie a été totalement oublié et abandonné dans les sciences sociales à partir du moment où Bourdieu s'est attaqué à la question du statut. On a complètement omis la question du prestige qui était traité notamment par Simmel. Il s'agit là d'un transfert d'ordre sémiotique, on passe du prestige au statut, mais aussi d'un transfert idéologique qui se fait au profit d'une approche scientifique et rationnelle. Rationaliser, quantifier, comprendre, disséquer, démystifier, tout ça, c'est toute l'entreprise de Bourdieu. Et cette entreprise, elle est vouée à manquer une part extrêmement importante de la mode, qui se joue sur l'irrationnel. Je cite: le prestige est irrationnel et immatériel, il est une force non logique, qui, comme toutes les forces, se manifeste et se connaît grâce à ses effets, sa capacité à attirer, en éveillant et en attisant les forces inconscientes des sujets qui sont ainsi aimantés. Parce que dans la mode, il y a un truc d'inconscience qui est hyper important. En fait, quand quelqu'un est bien habillé, quand quelqu'un fait preuve d'originalité, d'un style différent, qui se détache de la foule, il y a quelque chose de cette personne qui parle à notre inconscient. On comprend pas exactement. On est under their spell. On est ensorcelé véritablement. Il y a une espèce d'hypnose, d'illusion qui se crée. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout traité par Bourdieu. Et donc, il y a une forme de relation de pouvoir trouble. C'est ce que Carnevali et Simmel nous indiquent. Une relation de pouvoir interactive entre les deux agents. Il n'y a pas un dominant et un dominé. Le trendsetter et le gros plouc qui connaît rien à la mode. Au contraire, en fait, cette relation interactive, elle s'appuie aussi sur le ressort sensoriel. Parce que la mode, on la porte. Et elle change fondamentalement la manière dont on vit les interactions avec les autres, dont on vit l'interaction avec nous-mêmes, avec notre propre corps, parce que c'est pas la même chose de porter de la soie que de la maille. Il y a tout un aspect intrinsèquement sensoriel et visuel aussi esthétique dont Bourdieu ne parle pas. Ça ne l'intéresse pas. Or, selon Carnevali, en fait, ce vocabulaire, tout ce champ lexical de l'irrationnel, de la magie, en fait, il est beaucoup plus à même de parler avec justesse de la mode parce qu'il permet d'exempter tout jugement moral a priori, toute forme de dichotomie. Et c'est vrai que Bourdieu, il est aussi quand même un peu porteur de jugements moraux un peu tout faits vis-à-vis de la mode, quoi. Tous ces jugements de l'être vs le paraître, c'est des thématiques qui reviennent beaucoup et qui déprécient la mode de fait. Pour moi, c'est hyper intéressant de parler de sociologie de la mode et de lire des mecs comme Pierre Bourdieu, mais pour moi c'est insuffisant. Pour moi, il y a d'autres réalités dans la mode dont il ne parle pas du tout et dont parlent beaucoup mieux les philosophes Georg Simmel et aujourd'hui par exemple Barbara Carnevali, mais il y en a plein d'autres aussi. Et ces deux-là précisément parce qu'ils sont exactement à la croisée entre sociologie et phénoménologie. Phénoménologie, c'est un courant de la philosophie qui s'applique à étudier l'étude des phénomènes, en fait, tout simplement. Une philosophie incarnée, une philosophie en chair, c'est-à-dire qui prend en compte la réalité du corps, la réalité des sensations. Et je pense qu'on peut être dans le juste quand on parle de mode que quand on allie ce regard sociologique au regard de l'expérience vécue du corps, qui est un corps toujours au contact du tissu, au contact de la mode. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai donné quelques pistes de réflexion et que ça vous a donné envie de vous intéresser un peu à Bourdieu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à
mettre un commentaire et un pouce bleu, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, à plus!